Voilà, alors moi je suis très heureux d'être à Québec. Je trouve que je ne viens pas à Québec assez souvent. Je crois que j'ai donné 3 ou 4 conférences en 20 ans et c'est peut-être pas à la gloire de, comment dirais-je, la bonne entente ou la collaboration qui pourrait être menée. Et je trouve que on devrait se voir plus souvent, que ce soit nous, les gens de Montréal à Québec et vice-versa. Donc, ceci étant dit, on va parler aujourd'hui d'un sujet, la cité grecque interroge l'oracle ou comment concilier piété et souveraineté. Le sous-titre est intéressant, je crois, de la déconstruction de certaines certitudes antiques et modernes. Une introduction. En 352, les Athéniens et les Mégariens se disputent à propos de terres interdites à l'agriculture dans le domaine d'Éleusis. Les Athéniens décident de prendre le taureau par les cornes et nomment un collège qui comprend 15 citoyens, toute la haute organisation publique, et quand je dis toute, c'est toute, les archontes, les stratèges, la boulée et l'aréopage. C'est difficile de faire mieux. La haute organisation religieuse privée, les prêtres d'Éleusis, l'administration locale, les péripolarques et les démarques. Cette guéguerre implique la consultation par les Athéniens de l'oracle de Delphes lui-même et illustre l'implication de l'État athénien dans les questions religieuses, les interférences entre droit public et privé et bien entendu les relations internationales. Le processus des consultations oraculaires par un État-cité a été très mal étudié, si bien que nous nageons encore aujourd'hui dans une mer de parti pris qu'il faut dénoncer. La divination grecque, d'abord, n'est pas marginale, elle n'est pas bizarre. Elle est rationnelle pour un esprit grec et elle est imbriquée, et tout naturellement, dans tous les secteurs de la vie, y compris la politique et l'art militaire. Interroger le Dieu permet aux particuliers d'échapper à l'angoisse d'une décision dont la part d'inconnu est trop grande. Est-il avantageux pour moi d'élever des canards ? Demande un consultant à l'oracle de Dodone. Quelle que soit la réponse, l'angoisse aura disparu et notre quidam a élevé ou non des canards en étant persuadé que Zeus lui avait indiqué le meilleur chemin. Les oracles jouent-ils ce rôle anxiolytique à l'échelon public également ? On pourrait le croire. Les déclarations des devins ambulants, les présages hantent les tragiques et les historiens antiques. Même les grands sceptiques Thucydide et Polybe y font allusion. 2 sanctuaires aussi, Delphes et Dodone, sont partout cités dans la littérature pour leur immense influence politique. Pourtant, ce que les savants modernes acceptent pour les affaires de canards, ils le rejettent pour les affaires d'État. Le recours par les cités aux oracles leur est toujours apparu comme foncièrement irrationnel. Irrationnel est donc incompatible avec l'image d'Épinal que nous avons sur les Grecs en tant que fondateurs de la rationalité. C'est pourquoi, et depuis le XVIIe siècle et sans doute avant, on tend à nier tout pouvoir décisionnel à la sphère religieuse, parce que toute décision politique doit être prise au strict plan politique. Mais alors, comment expliquer la myriade de consultations oraculaires publiques ? Eh bien, c'est tout simple. Lors de la consultation, on suppose une manipulation malhonnête. Les États et les politiciens, qui sont rationnels, entre guillemets, et machiavéliques avant la lettre, exploitent les masses imbéciles avec la complicité intéressée des oracles, qui cherchent, eux, pouvoir et profit. Soit les politiques dictent aux oracles leur volonté, soit encore les centres oraculaires deviennent de redoutables puissances, capables d'influer sur les États qui les consultent. On a même été jusqu'à faire de l'oracle de Delphes une CIA avant la lettre. Dans les 2 cas, les prophéties sont des faux, forgés pour tromper, mais aussi d'authentiques déclarations un jour rendues par des prêtres corrompus à des peuples naïfs, bernés par leurs dirigeants. Bon, est-ce que c'est en accord avec les textes ? Un exemple chez Xénophon. Agésipolis, face à un stratagème des Argiens, consulte l'oracle d'Olympie et fait confirmer la réponse d'Olympie par l'oracle de Delphes.
Immédiatement, les modernes disent que le roi Agésipolis extorque de Delphes la confirmation de l'oracle d'Olympie, en jouant sur le fait que Delphes n'aurait pas pu, sans disqualifier le Zeus d'Olympie, donner une réponse différente. Et on y voit la preuve du rationalisme des élites qui méprisent la divination autant qu'elles en tirent parti. C'est là cependant projeter notre athéisme dans le chef des Grecs et méconnaître, par exemple, le profond attachement de tous les philosophes, ou presque, à la mantique. Et Platon, qui est un des philosophes les plus révolutionnaires, ne fera pas exception à la règle. C'est aussi trahir Xénophon, qui présente le roi Agésipolis comme toujours respectueux des dieux, des signes et des oracles. C'est enfin ignorer que pour les Grecs eux-mêmes, confirmer ou préciser un oracle par un autre oracle est une tradition tant publique que privée, tant épigraphique que littéraire, et documentée de l'archaïsme à l'âge romain tardif. Aussi, l'idée de la manipulation sort-elle tout droit des a priori modernes. Tout pousse à y voir plutôt un acte pieux de prudence, deux avis valant mieux qu'un, rompre une trêve sacrée, même douteuse, ce que font les Argiens, sans l'approbation divine, serait faire preuve, on va dire, d'inconscience politique. Les approches politiques à l'égard des oracles réduisent donc souvent un problème très complexe à un schéma simpliste. Les approches politiques dénient aux oracles la moindre once de religiosité. Je vais descendre un peu. Oui. Elles réduisent les prophètes, sous les yeux même des divinités qu'ils servent, à des menteurs ou à des bénis oui-oui au service des élites. L'autorité, qui affecte de se remettre en question en consultant le Dieu, s'en trouve réconfortée dans la cité. Ou encore, selon la théorie en vogue actuellement, on considère la consultation de Delphes, par exemple, comme étant un mécanisme de résistance. Autrement dit, les élites qui ne parviennent pas à imposer leur avis en ville se font délivrer une espèce de, je ne sais pas, réponse ambiguë qui, revenant en assemblée, pourra être discutée, et donc, à ce moment-là, les élites pourront, en discutant, mener le peuple idiot là où elles veulent. Ce genre d'abus, toujours fondé sur l'interprétation des sources littéraires, a été dénoncé voilà longtemps, mais les historiens de la politique et les historiens de la religion souvent s'ignorent. En bonne méthode, et c'est ce qu'on répète dans tous les cours de méthode, il faut se fonder d'abord sur les documents d'époque, si possible épigraphiques, et non sur les textes littéraires dont le contenu, consigné après les faits, parfois plusieurs siècles après les faits, peut être retouché, voire inventé. Et les oracles qui ont été créés, ce qu'on appelle post-eventum, longtemps après l'événement, sont légion. Joseph Fountainrose, en 1978, a démontré que les oracles, qui comportent ce qui semble à nos yeux toutes les caractéristiques de la mantique grecque, à savoir l'ambiguïté, toujours mal comprise, l'ambivalence, la grandiloquence, les réponses versifiées, le merveilleux, eh bien donc tout ce qu'on trouve ainsi se trouve uniquement dans les textes qui sont de loin postérieurs aux faits et jamais dans les textes qui sont contemporains des faits, qu'ils soient littéraires ou épigraphiques. Mes réflexions dans cette conférence vont concerner donc les oracles d'époque sur la politique, classique et hellénistique, émis avant tout par Delphes, Dodone et un troisième oracle un peu plus tardif, celui de Didyme, en Asie mineure. L'image qui s'en dégage est uniforme, elle est incroyablement logique et elle est incroyablement aux antipodes des traditions littéraires. Elle permet par ailleurs d'approcher les mécanismes institutionnels que les sources littéraires ne révèlent jamais. Faute de documents directs, par ailleurs, l'époque archaïque sera laissée de côté, puisque nous n'avons pas de documents d'époque pour l'époque archaïque. On en a quelques-uns et vous verrez qu'ils viennent confirmer ce que je vais vous dire. Avant d'analyser maintenant, dans les inscriptions, les procédures par lesquelles la cité aborde les dieux, qui est le centre de la conférence, je dois brièvement abattre deux idées reçues et solidaires. La première, c'est que les oracles sont avant tout consultés par les cités, et deuxièmement, que la grande politique est le fer de lance de l'activité des oracles. C'est ce qu'on trouve dans la plupart des traités de religion grecs, mais bien davantage encore dans les traités d'histoire politique. Première question. Les manteia, les oracles, étaient-ils avant tout consultés pour des raisons publiques? La réponse est non.
Nous disposons désormais d'une édition critique de toutes les questions posées à Dodone, aujourd'hui accessible, environ 200 textes authentiques, gravés sur plomb au moment même de la consultation. Ces textes ont désormais été pourvus d'une datation précise par l'éditeur, Éric Loth, en 1996 ou 17, je ne sais plus, textes qui vont de 525 à 167, date de la destruction de l'oracle. Et, toutes époques confondues, les questions publiques n'excèdent jamais 10%, ce qui signifie que 90% des interrogations, et dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, ont toujours été privées. La tradition littéraire de Dodone laissait prévoir l'exact opposé, avec une majorité écrasante de consultations publiques. L'épigraphie contredit donc sans appel l'image que les Grecs avaient eux-mêmes de leur propre sanctuaire, ce qui est un phénomène insidieux, évidemment. Deux vérités dans le chef des Grecs. Il y a de quoi tromper les modernes. La situation semblerait inversée à Delphes, où seulement 10% des consultations seraient privées. Et c'est ce que mes collègues, quand je leur expose mes idées, donc évidemment ne ratent jamais de me mettre sur le nez. Mais il faut relativiser. Apollon, à Delphes, ne dédaignait pas les questions privées, mais aucune source ne les a conservées. En effet, graver des oracles sur pierre est un luxe que seuls les riches et les États peuvent assumer pour en faire étalage. Pour le dire autrement, la question dodonéenne relative au canard n'avait aucune chance d'être gravée sur pierre, ni d'ailleurs de passer dans un auteur littéraire. C'est pourquoi le corpus dodonéen, qui est gravé sur petites lamelles de plomb, n'est-ce pas, c'est-à-dire un support qui n'est absolument pas cher, est absolument inespéré car il a préservé indistinctement tous les types de questions. Alors qu'à Delphes, nous n'avons conservé que les questions qui valaient la peine d'être gravées sur pierre. Deuxième idée, à abattre, la grande politique est-elle le fer de lance de l'activité oraculaire? Revenons à Dodone. Pour Dodone, oui. Tant les textes littéraires écrits après les faits que les auteurs qui parlent de l'oracle, comme Cicéron, indiquent que les questions visent d'abord la politique et surtout la guerre. L'épigraphie et quelques cas littéraires d'époque orientent une nouvelle fois à l'opposé. Sur 17 questions civiques disponibles à Delphes, une seule concerne la politique étrangère. C'est une sympolitie, disons une alliance. Nous avons une question sur l'émigration, 3 questions de petite politique interne, 3 questions sur des affaires proprement religieuses, publiques mais religieuses, 3 autres évoquent une souillure, que je cite, une épidémie, des intempéries inquiétantes et un signe apparu dans le chêne. C'est évidemment pleinement politique parce qu'on a peur qu'une souillure, peut-être privée ou particulière, ne déteigne sur toute la cité. 5 questions enfin sont publiques, mais dont le vague est à l'opposé des questions précises de type littéraire, et je vais citer. Qu'est-ce qu'on demande à l'oracle de Dodone? À quel dieu faut-il sacrifier pour gouverner la cité au mieux et en toute sécurité, pour obtenir une bonne récolte, pour bénéficier du produit de cette belle récolte, pour avoir le meilleur succès possible? Voilà ce qu'on demande à l'oracle de Dodone quand on est une cité. Ajoutons 2 témoignages sur pierre, un oracle relatif à une fondation athénienne du temple de Bendis au IVe siècle et une dédicace d'armes par Pyrrhos, du roi d'Épire, à Athénalindos, Katatan Manteian, selon l'oracle. Rien donc, ni sur la guerre, ni sur la grande politique, à l'exception de la sympolitie, qui est l'inverse d'une guerre. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir. À Delphes, les consultations relatées par des sources contemporaines présentent une image similaire. Dans l'épigraphie sur pierre, une trentaine de cas sur 48 consultations publiques portent sur des faits religieux. Il existe quelques rares cas qui concernent la politique, interne ou externe. Nous avons à traiter entre Philippe II et les Chalcidiens, la sauvegarde de la cité de Pharos, la désignation de magistrats athéniens avec l'aide de l'oracle, et enfin des reconnaissances d'asilie, phénomène auquel je reviendrai plus tard. A l'inverse, dans les consultations publiques relatées dans la littérature, nous avons 11 consultations, 8 politiques pour seulement 3 religieuses, toujours cette fameuse inversion entre ce que présentent les sources épigraphiques et les sources littéraires. Dans un article
fondateurs, Robert Parker, qui est probablement l'auteur que je révère le plus en matière de religion actuellement, écrit « Dans le monde ancien, les affaires militaires sont la sphère d'activité par excellence de la divination. » Bien. Et il cite pour cela 11 oracles provenant de sanctuaires au 5e et 4e siècle. 7 viennent d'Hérodote, 2 de Pausanias, 1 de Cicéron, tous postérieurs et de très loin au fait. Seul un témoignage, celui de Thucydide, relatif à la consultation delphique des Spartiates avant la guerre du Péloponnèse, est d'époque. Et bien entendu, tout le monde me le remet sur le nez aussi. Mais ce témoignage est-il fiable? À vrai dire, je n'en sais rien. Je souligne quand même que l'honnête Thucydide note « hos legetai », à ce qu'on rapporte. Et rien ne dit qu'il ait pu interroger lui-même les ambassadeurs spartiates qui ont été interrogés la Pythie. Certains Athéniens croyaient à cette prophétie, ça c'est sûr. Mais ceux qui m'accuseraient de déprécier facilement Thucydide sont eux-mêmes coupables de raisonner comme si l'historien avait lui-même entendu la réponse delphique, ce qui est une autre grave erreur méthodologique. De toute façon, à part cet exemple, aucun oracle rapporté par un texte contemporain ne cautionne une déclaration de guerre. A priori pourtant, si une cité avait obtenu l'aval oraculaire, elle se fût empressée de graver l'oracle. L'alliance entre Philippe et les Chalcidiens, par exemple, dont j'ai dit un petit mot, qui a été acceptée par Delphes, a été gravée au sanctuaire de Dion, d'Olynte et de Delphes. Et c'est le cas de la plupart des grands traités. Vu l'état de guerre endémique, on s'étonnera de ce qu'aucune inscription de ce type n'ait survécu si le rôle par excellence des oracles avait été militaire. Donc pour conclure cette longue introduction, les oracles, selon les inscriptions et les sources littéraires contemporaines des faits, les oracles répondent à 90% à des questions privées, et dans les 10% qui sont dévolus aux questions publiques, la grande politique est rarissime et la guerre semble exclue. Comment consulte-t-on l'oracle? Quelques questions de procédure. Et la question à résoudre est simple. Où se situe le pouvoir politique par rapport à l'oracle qui a été rendu? En d'autres termes, l'Assemblée du peuple athénien, par exemple, s'arroge-t-elle un droit délibérant sur les oracles qui ont été reçus? Selon Robert Parker, les oracles, parfois, en matière politique, et j'aime bien le parfois, qui est typique de Robert Parker, n'est-ce pas, provoquaient le débat par ce qu'il appelle a riddling speech, c'est-à-dire donc un discours fait d'énigmes, qui forçait l'État, jusque-là paralysé, à trouver une solution autour d'une réponse oraculaire qui est certes ambiguë, mais qui est considérée comme véridique. Autrement dit, trouver un sens utile et consensuel à un charabia dépourvu de sens. Selon Jean-Pierre Vernant, dans une hypothèse qui a fait long feu, un tournant idéologique aurait même pris place au Ve siècle. Athènes, en effet, juste avant la Seconde Guerre médique, avait consulté l'oracle. C'est le fameux oracle du mur de bois, je vais y revenir. Et ensuite, au Ve siècle, Athènes ne consulte plus jamais l'oracle. Pourquoi ce délaissement? C'est que, répond-il, dans le système démocratique, et j'adore la finesse du raisonnement, la divination se trouve confrontée à d'autres types de discussions, notamment la rhétorique et la dialectique, la rhétorique et la philosophie, plus rationnelles, qui finissent par discréditer la divination. La réponse oraculaire, qu'on discute en assemblée, place le vote majoritaire des citoyens au-dessus du pouvoir du Dieu, puisqu'on discute de l'oracle rendu. L'affermissement de la démocratie, continue-t-il, mène donc l'État à s'émanciper des oracles qui feraient double emploi avec les décisions votées. De plus, et je reviens là à une idée de Parker, l'idée d'obéir à l'ordre du Dieu consulté pourrait être considérée comme une entorse à la souveraineté populaire. En conséquence, perdant toute raison d'être puisque privés de politique, les oracles se seraient alors vus entraînés vers leur déclin hellénistique et réduits aux consultations de type canard. Okay. Ce raisonnement est faux de A à Z. Nous venons déjà de démentir la primauté des questions politiques, grâce à l'exemple de Dodone.
De plus, ce raisonnement de Vernon est entièrement fondé sur Hérodote et le fameux oracle rendu aux Athéniens en, on ne sait pas trop quelle année, disons 81 ou 481 ou 480, lors d'une consultation haute en couleurs, dont je passe les détails. Face aux Perses qui arrivent, les Athéniens doivent, dit-on, s'abriter derrière le mur de bois. L'ambassade athénienne revient à l'Assemblée, et là, on discute de cet oracle en Assemblée. Entre autres solutions proposées, Thémistocle, on le sait, parvient à imposer son idée selon laquelle le mur de bois, c'est la flotte. C'est un oracle ambigu, hein, donc un mur de bois, c'est ambigu, mais lui, il dit que c'est la flotte, ouvrant par là la voie à la victoire de Salamine, Salamine qui est citée dans l'oracle. On dit partout que ce débat est pratique courante. Bonne chance, en fait, il est unique. Je n'en ai pas trouvé une seule autre attestation dans toute la littérature. De plus, le texte est truffé d'allusions post-eventum. En effet, la Pythie a dit que la victoire aurait lieu à Salamine. C'est quand même étrange, n'est-ce pas? À moins de croire à la véracité d'Apollon, véridicité d'Apollon, cela pose un certain problème. Hérodote, ne l'oublions pas, écrit 40 ans après les faits. Alors, je n'ai aucun espoir de jamais convaincre les spécialistes d'Hérodote, qui vont toujours coller à son texte, et donc je vais analyser les autres termes du raisonnement pour essayer de le confondre. 3 questions. 1. Les oracles sont-ils ambigus? 2. Mettent-ils en danger la question politique, la décision politique? Et 3. Est-ce que les oracles ont effectivement perdu toute raison d'être politiques après les guerres médiques? Je laisse le texte d'Hérodote de côté, parce qu'il y aura toujours 50% de gens qui diront « oui, il a raison » et 50% de gens qui diront « non, il a tort ». Donc, allons-y. Première question, l'ambiguïté. Je vais très vite là-dessus. On répète souvent que les prophètes, la Pythie par exemple, bredouillent quelques paroles incompréhensibles que les préposés du sanctuaire traduisent en volonté des puissances hégémoniques. Il en résulterait une ambiguïté qui serait le sceau des oracles, politiques ou non. Or, tous les chercheurs qui ont, de près ou de loin, travaillé sur les oracles sont d'accord au moins sur une chose, c'est que les prophètes s'expriment en termes intelligibles, et même dans la plupart des oracles légendaires qui sont, par exemple, transmis dans la tragédie grecque. C'est une pitié, quelque part, qu'il faille encore et toujours réaffirmer ce point, en partie à cause de la fascination exercée par l'œuvre d'Hérodote, qui est transie de fascinant double entendre. Encore une fois, toutes les réponses alambiquées sont transmises par qui? Par les seuls textes de loin postérieurs aux faits. Il faut donc soigneusement distinguer entre l'omniprésence de l'ambiguïté dans l'image littéraire que les Grecs forgeaient eux-mêmes de leurs oracles et l'absence totale d'ambiguïté oraculaire dans la réalité de l'épigraphie ou des témoignages contemporains de la littérature. À Delphes, une seule inscription du IIe siècle, me dit-on, est ambiguë. Mais elle n'est ambiguë que parce qu'elle est restituée. Et la restitution ambiguïse l'oracle. C'est assez intéressant. Les quelques réponses notées sur les lamelles de plomb de Dodone, où d'habitude on n'a que la question, mais parfois au verso on a la réponse, sont tous sauve obscurs, quand la tradition littéraire à Dodone se complaît en réponse ambiguë. La consultation d'un sanctuaire apportait donc, au contraire, une réponse claire, par opposition aux collections ambulantes d'oracles qui existent également dans le monde grec et qui prennent plutôt le style Nostradamus, dont la versification ajoutait une touche au mystère. Mais l'idée d'un débat politique sur un oracle ambigu se trouve par ailleurs confirmée dans la pratique fréquente et ancienne que j'ai mentionnée à propos d'Agésipolis tout au début de la conférence. Dans le doute, on procédait à une seconde interrogation, et j'ai une quarantaine d'exemples pour montrer que ça n'est pas le fait du hasard, une seconde interrogation dans le seul but de préciser les dires du Dieu. J'en viens maintenant au cœur même de la conférence. À quel stade de la décision politique un État recourt-il aux oracles et comment obéit-il aux prescriptions reçues? Notre analyse, ici, se fonde sur plus de 30 inscriptions et quelques cas littéraires. Je cite un décret d'Érétrie, dont tout est perdu, sauf pour une fois ce qui nous intéresse. C'est un décret qui est daté de 300-275, qui précise la procédure de consultation.
La Boulay, le conseil, a dépêché des envoyés à l'oracle, je cite, pour demander aux dieux à propos des choses déjà votées par le peuple des Érythréens. Lors de la discussion sur un problème dont on ignore la teneur, l'Assemblée a voté, mais a décidé, après avoir voté, d'interroger l'oracle sur les choses votées. Le dieu déclare, nous le savons par la suite de l'inscription, le dieu a déclaré ces choses votées comme étant bonnes et avantageuses pour la cité. Et nous savons que les décisions ainsi entérinées par l'oracle ont été mises en œuvre du seul fait que le texte a été gravé. Sinon, le décret serait resté lettre morte. De la réponse, nous pouvons déduire la question avec 100% de certitude, d'autant que nous avons quantité de parallèles. C'était une question en alternative fermée, à savoir, les choses votées sont-elles bonnes ou avantageuses pour la cité? Que peut répondre l'oracle à cette question? Ce n'est pas compliqué. Oui ou non. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a aucun débat qui peut être prévu à l'Assemblée plus tard. Toutes les consultations publiques sur le culte sont similaires dans leur principe à celles qu'on vient de voir pour Érythrée. La plus ancienne est celle des Praxiergides relatives au péplos d'Athéna, ce qui nous amène à 460 avant Jésus-Christ, soit à peine 20 ans après le fameux oracle du mur de bois. Et nous avons là un oracle qui a 20 ans de distance, ce qui n'est pas énorme dans une société traditionnelle, montre bien qu'il n'y avait aucune ambiguïté possible. Qu'il s'agisse d'établir la prêtrise d'un culte d'Asclépios, d'élever des autels à Aphrodite et à Arès, de fonder un Asclépéion, de modifier vers 225 un culte d'Artémis, ou d'édifier un temple d'Aphrodite à Anaphé vers 100 avant Jésus-Christ, le processus est immuable. L'Assemblée, non sans tractation préalable que l'on devine entre les lignes, vote une résolution que l'oracle peut accepter ou refuser. Et la cité, à la fin, une fois que l'oracle a accepté, ou refusé, une fois que l'oracle a accepté, la cité décide de faire graver sur la même stèle à la fois le décret voté et l'oracle qui l'a confirmé. Oui, me direz-vous, mais qu'en est-il des cas politiques? Je commence par un texte littéraire d'époque. C'est Xénophon qui, vers 355, propose une réforme financière d'Athènes. Un texte qui est partout étudié pour son importance politique et financière, et donc dont tous les interprètes oublient de lire le dernier paragraphe. En effet, Xénophon termine par 3 notes purement et simplement religieuses. En gros, 1. Si vous votez en faveur de mes propositions, demandons à Delphes et à Dodone, double consultation, si cette réforme serait meilleure et plus avantageuse pour l'État, à savoir une question fermée en alternative. Deuxième point, dit Xénophon, si jamais les oracles sont d'accord, on leur demandera quel dieu se concilier. Troisième point, une fois qu'on se sera concilié les dieux, je cite, agissant de concert avec la divinité, on peut s'attendre à ce que nos actions débouchent toujours sur quelque chose de meilleur et de plus avantageux pour la cité. Si la réponse est négative et que le dieu dit non, au mieux Athènes reverrait certains points du décret, au pire elle fermerait le dossier, mais nulle ambiguïté ne pourra jamais forcer l'Ecclésia à interpréter l'oracle. Nous ignorons si ce fameux texte de Xénophon a jamais été présenté aux dieux, mais ce qu'on sait, c'est que les sources épigraphiques tiennent exactement le même discours. Dans le fameux décret athénien de 352-51, sur le problème de bornage à Éleusis que j'ai cité tout au début, l'Ecclésia interroge la Pythie pour savoir si oui ou non certaines terres peuvent désormais être cultivées. Non, dit la Pythie, et ça clôt la question. Aucun décret n'a été gravé là-dessus, mais nous savons par les attidographes, les historiens locaux, qu'effectivement, une consultation a eu lieu qui s'est terminée par une réponse négative. Toutefois, l'Assemblée athénienne avait prévu de façon très minutieuse la façon dont la consultation aurait lieu, et c'est ainsi que nous avons, si vous voulez, la prévision de la consultation qui, elle, est gravée sur pierre. Et aux lignes 47-54, on ne prévoit sûrement pas une discussion, mais une obéissance à l'oracle. Est-ce que vous pouvez lire, là? Une fois la mission accomplie, qu'on révèle au peuple, c'est ici, qu'on révèle au peuple l'oracle, enfin que l'on agisse en fonction du texte indiqué par l'oracle, de façon à ce que les relations avec les deux déesses soient les plus pieuses possibles. Je ne vois pas de débat possible ici non plus.
Cette procédure est à l'œuvre du 5e au 2e siècle avant Jésus-Christ. Je prends un exemple. L'entente conclue entre Philippe II et les Chalcidiens en 356 est certes entérinée par Delphes, mais seulement une fois le traité conclu entre Philippe II et les Chalcidiens, et selon la fameuse question en alternative. Est-ce que c'est meilleur pour nous ou non? Entre 230 et 220, le même scénario se répète à Milet, qui consulte 3 fois l'oracle de Didyme à propos d'émigrés crétois qui avaient aidé la ville, laquelle leur offre la politéia, le droit de cité. Il s'agit de plusieurs milliers de personnes à intégrer dans les cadres civiques, et donc ces dossiers constituent les meilleurs exemples de l'implication politique d'un oracle. Que répond l'oracle? Le peuple des Milésiens demande... Pardon. Que demande-t-on à l'oracle? Le peuple des Milésiens demande s'il est meilleur et plus avantageux d'admettre à la citoyenneté Drériens et Milatiens et de leur accorder des terres, etc. Les questions, déjà cadenassées par l'Assemblée, ont reçu une réponse non ambiguë qui ne demandait qu'à être obéie. Le cas le plus intéressant est de 180. Milet et Héraclée du Latmos concluent une isopolicie, disons une alliance, et les deux cités, Archonte, Boulay, Assemblée, élaborent un traité que le démos décide de présenter à l'Apollon de Didyme. L'oracle répond favorablement, et dans le texte, il est dit que les cités vont demander aux prêtres de prier au bon déroulement des opérations fixées par le dieu. Si elles ont été fixées par le dieu, elles n'ont pas été discutées en assemblée en retour. Au IIIe et IIe siècle, nous avons tous les dossiers d'asilie. L'asilie, en fait, est une protection qui peut être accordée aux participants de certaines fêtes religieuses et aux foires qui s'y tiennent, aux cités qui organisent ces fêtes, voire à tout leur territoire. Et pour faire bref, je dis que c'est également une mesure à l'encontre de la piraterie. Alors, la déclaration d'une asilie est un très long processus. On prend une décision en assemblée, on consulte l'oracle pour savoir si cette décision est bonne, par question en alternative, et nous avons des dizaines d'exemples. Ensuite, on délègue un ambassadeur à un maximum de cités pour leur demander est-ce que vous êtes d'accord de reconnaître la protection de tel ou tel sanctuaire. Il y a même un cas assez exceptionnel où on voit que le dieu a été consulté alors que les ambassadeurs sont déjà partis. Ce qui signifie qu'il n'y a aucun danger que le débat revienne en assemblée puisque les ambassadeurs sont déjà partis. Je suppose qu'on avait mal calculé le planning, n'est-ce pas? On est en Grèce, n'est-ce pas? En général, remarquons d'ailleurs qu'à l'époque classique hellénistique, les oracles sont, pour ce qui est de la politique internationale, toujours favorables non à la guerre, mais à la paix et toutes les alliances possibles. Par ailleurs, tout le dossier épigraphique prouve le recours à des questions extrêmement précises. À Dodone, les cités comme les particuliers, ne laisse aucune possibilité au dieu d'intervenir. Ça n'est que dans les sources littéraires qu'on trouve cette question. Que devons-nous faire? Et le dieu répond par une réponse ambiguë. Au contraire, deux formes stéréotypées reviennent à Dodone. À quel dieu devons-nous sacrifier pour obtenir ceci? C'est-à-dire que le ceci, on veut l'obtenir. C'est déjà décidé, ça. La seule chose qui reste à décider pour le dieu, c'est de savoir quel dieu prier pour l'obtenir. Ou encore, bien entendu, est-il meilleur et plus avantageux de faire ceci? Oui ou non? Le même constat pourrait être fait à Delphes. Alors, de 460 à 150, où est-ce que je suis? Là. La procédure de consultation civique est bien arrêtée et identique pour tous les types d'enquêtes. L'Assemblée, parfois sur proposition du Conseil, délibère et arrête une conclusion. Celle-ci est ensuite enchâssée dans une question qui commande une réponse par oui ou par non, ou plus simplement encore, qui ne laisse aucune chance au Dieu, aucune autre chance au Dieu que le choix des divinités à honorer pour parvenir à un but fixé. En verrouillant ainsi la décision par le vote qui clôt le débat, les États ne laissent au sanctuaire aucune occasion de s'immiscer par eux-mêmes dans le concert politique de la Grèce. Il s'agit donc d'inverser la proposition de Jean-Pierre Vernant. Le débat public a bien lieu, mais il a lieu avant l'ambassade à l'oracle et non après. Les Grecs, qu'on dirait aujourd'hui proactifs, n'importunaient pas l'oracle avec un problème, mais proposaient au dieu d'approuver une solution. Cela change les perspectives sur la gestion politique. Mais les habitudes modernes ont la vie dure.
Et quand les inscriptions sont assez loquaces, on m'a déjà fait remarquer que l'oracle donne systématiquement son aval à toutes les demandes politiques qui ont été soumises. Ah, c'est la preuve qu'ils sont à la botte des grandes puissances. Eh bien oui, peut-être. Peut-être. Aussitôt demandé, aussitôt accordé. Il y a un mais, il y a un grand mais, avec un grand M. Ce serait vrai si nous avions des exemples épigraphiques de questions tendancieuses. Or, une nouvelle fois, les chercheurs, aveuglés par leurs a priori, escamotent une donnée capitale. À l'inverse encore de l'image littéraire de la divination. Aucune question, je répète, aucune question connue par l'épigraphie ne présente une once de malhonnêteté. Dès lors, si la question est sans tromperie, pourquoi l'oracle désapprouverait-il l'assemblée? Ou les élites même qui guident l'assemblée? L'oracle, en fait, ne peut que conférer son aval à une proposition honnête qui a été établie en accord avec les traditions ancestrales. Et ici, quelque part, s'évanouit le mythe de l'influence des puissants. Bien des inscriptions débutent simplement par « le Dieu a rendu son oracle » ou encore « le Dieu a ordonné ». Et ensuite suit le texte de l'oracle, dans une spontanéité qui cependant n'est qu'apparente. À l'analyse, l'oracle inscrit n'est autre que l'un des termes de l'alternative qui a été proposé par la cité dans son décret. Cette quête à l'honnêteté de la décision politique est remarquablement eusébèse, pieuse, si vous voulez. Visiblement, la police, la ville, l'État-cité et ses classes dirigeantes ne considéraient pas le Dieu comme cette figure factice, chère aux modernes, dont on cherchait l'accord de pure forme, dont on pouvait discuter les arrêts en fonction d'ambitions personnelles ou extorquer des vérités truquées pour imposer sa politique, toutes choses de l'ordre de l'anosion, de l'impie et de l'acébès, disons impiété en général. Les oracles, à leur tour, et c'est ça que je trouve intéressant, les oracles qui sont l'autorité suprême en matière de religion, renforçaient les traditions ancestrales en respect desquelles la question avait été posée. Et finalement, nous avions un cercle de renforcement de la tradition. Un parfait exemple de recouvrement, en anglais on dit embeddedness, entre politique, religion et patria, les traditions. Vu sous cet angle, il me semble qu'on ne peut plus prétendre que les élites aient jamais recouru au fameux mécanisme de résistance à l'autorité pour avaliser leur bon vouloir, comme le dit Robert Parker, « to eliminate disorder », car les décisions de l'oracle non seulement avaient déjà fait l'objet d'un consensus en assemblée, mais d'un consensus pieux. Donc, les trois moteurs à l'œuvre chez Hérodote et dans la littérature de loin postérieure aux faits, qui sont l'ambiguïté, le débat qui peut en découler et l'ingérence oraculaire, doivent être déclarés, dans les faits, absents au bataillon, dès 460 avant Jésus-Christ. Il reste une chose, et je crois que j'ai juste encore 5 minutes pour terminer, 5-6 minutes. 10, parfait. Il reste une chose à vérifier dans l'argumentation de Jean-Pierre Vernant. Athènes a-t-elle renoncé à débattre des oracles rendus après 480 pour des raisons politiques? C'est-à-dire qu'il y aurait eu ce fameux changement, je ne sais plus comment je l'avais dit, c'est un changement... J'y arrive, hein. J'y arriverai pas, c'est pas grave. Idéologique, voilà, un changement idéologique. A priori, quand même, je trouve étrange que tout est ambigu tant qu'on n'a pas d'inscription. Et puis vient la première inscription et l'ambiguïté saute. A priori, c'est douteux. Mais nous pouvons aller plus loin. J'ai 3 arguments là-dessus. D'abord, un des premiers oracles épigraphiques conservés, de l'oracle de Didyme, daté par l'épigraphie, par la forme des lettres, de 550 avant Jésus-Christ. 550, c'est l'époque de Crésus. C'est l'époque de la divination fleurie, l'époque de l'ambiguïté, l'époque de tout ce que vous voulez. Et dans cet oracle, qu'est-ce qu'on a? La formule traditionnelle, dans la réponse, il est meilleur et plus avantageux. Ce qui signifie que la question avait été, est-il meilleur et plus avantageux pour nous de faire, on ne sait pas quoi? À l'époque où, selon Hérodote, nous n'avons que des oracles de type ambigu et fleuri. De plus, ce fameux premier oracle, en 550, est une deuxième consultation sur la même question. C'est la première attestation d'un oracle, et c'est aussi la première attestation d'une demande de précision à l'oracle sur le premier oracle rendu. Ça laisse peu de place à l'exégèse personnelle ou à un débat post-oraculaire. Deuxièmement, le fameux changement idéologique du 5e siècle, poussant à ignorer la mantique et à la priver des cas politiques. Bien.
Dans ce cas, pourquoi les auteurs littéraires, et surtout les historiens, s'obstinent-ils jusqu'à la période romaine à toujours couler les questions oraculaires comme étant ouvertes, à savoir « que devons-nous faire ?» en contradiction flagrante avec le nouveau mode d'interprétation du dieu. Un exemple. Pour l'expédition de Sicile en 415, les sources hellénistiques de Plutarque citent les oracles de Delphes, de Dodone, d'Amon, entre autres présages, ambigus et tous mal interprétés. Mais Athènes a-t-elle consulté ces oracles en 415 ? Nous avons pour ça le récit de Thucydide, et Thucydide ne parle pas d'oracles. Il dit simplement que les Athéniens ont été bernés par les colporteurs d'oracles, les fameux cresmologues. Cela signifie tout simplement que nous avons une tradition littéraire qui continue à se développer et à s'enrichir. On crée des oracles pour expliquer que Athènes a mal agi, alors qu'en fait c'est contredit par un témoignage d'époque qui est celui de Thucydide, qui est un historien contemporain. Troisième chose, ne faut-il pas s'étonner qu'une telle évolution, au dire de Vernon, vers le rationalisme et vers la maturité démocratique ait gagné tout le monde grec, et pas seulement Athènes? Que tous les oracles, même celui de Zeus perdu dans les brumes épirotes, qu'on dirait aujourd'hui à Outsiplou les glinglins, aient connu rigoureusement la même évolution. Que tous les régimes politiques, et non seulement la démocratie, aient fini par considérer l'oracle comme faisant double emploi avec les décisions politiques. Cette idée est d'autant plus inacceptable qu'elle lie donc le problème à la seule Athènes, athénocentrisme patenté, et aux seules consultations publiques qui ne représentent pourtant, on l'a vu, que 10% maximum des questions posées. Il me reste le temps alors de faire un petit saut dans la chute de l'influence politique. L'uniformité de la procédure de par le monde grec, dès le 5e siècle, avec des traces sûres qui remontent jusqu'à ce fameux oracle de 550, ne serait-elle pas tout simplement le signe d'une continuité avec ce qui se passait dans l'archaïsme? La relative rareté des consultations politiques et leur aspect plus ou moins général ou généralisant me semble moins tenir à une adaptation rationnelle et institutionnelle au 5e siècle, tout simplement qu'à leur relative rareté déjà au 7e et au 6e siècle. En dépit de ce que présente la tradition littéraire, je le répète, pierre de touche de la plupart des reconstitutions modernes. En fin de compte, ce qui trompe, c'est la lecture. En fin de compte, ce qui trompe la lecture, c'est qu'on part d'Hérodote en se disant qu'après lui, tout a changé. Quand au contraire, on remonte dans le temps, on s'aperçoit d'une longue stabilité qui apporte un élément de plus au rejet du témoignage d'Hérodote, par exemple sur le mur de bois. On se laisse abuser, finalement, par l'image archaïque de Delphes et de Dodone, une image qui est fondée sur des témoignages de loin postérieurs, pour porter un jugement erroné sur les témoignages des 5e et suivants à l'aune d'un mirage. On admet que certains textes, c'est ce que me disent toujours certains collègues, oui, mais certains textes ont été inventés, ont été corrigés, ont été enjolivés, d'accord. On va même jusqu'à me dire que, oui, c'est vrai, ce n'est pas cette question-là qui a été posée, et ce n'est pas cette réponse-là qui a été donnée, mais la cité a quand même consulté l'oracle. Mais avec ce genre d'argument, on met Paris dans une bouteille, n'est-ce pas? Ce qui est important de constater, c'est que pour les modernes, le rôle politique de l'oracle archaïque demeure clairement indéboulonnable, alors que nous n'avons aucune trace tangible de ce rôle. J'ai déjà dit donc qu'il y avait 10% de politique pour 90% de questions privées. Je vais aller jusqu'au bout de l'enquête. Après le plomb dans l'aile, n'est-ce pas, nous allons mettre le plomb dans la tête. Pour prouver un déclin des oracles politiques au IVe siècle, il faudrait constater une chute des oracles politiques, disons après 338, d'accord, qui est la date fétiche. Alors, si je vous convie à regarder le tableau, vous avez les dates, vous avez Delphes, Dodone, Didyme. Si vous voyez une évolution qui montre que la politique diminue, dites-le moi. Bien sûr, il n'y a pas beaucoup à Dodone, on l'a vu, il n'y a aucune évolution, ça reste remarquable. Depuis le 5e jusqu'en 167, fin de l'oracle, nous avons 10% de public pour 90% de privé. À Delphes et à Didyme, les fragiles échantillons confirment en gros la tendance.
Le changement n'advient qu'ensuite, n'est-ce pas, ici, après, on va dire 150, quelque part avec la ruine du monde grec, les choses changent, il n'y a plus d'oracle politique, mais je crois qu'il n'y a plus grands oracles non plus, parce que le monde grec est vraiment mal en point. Par contre, dès que les oracles reviennent sur le devant de la scène lors du renouveau du IIe siècle, on retrouve une certaine composante politique qui est complètement différente. Toutefois, si je regarde à Didyme, là, nous avons entre 330 et 100, et plus exactement, si je vous dis, entre 230 et 180, nous avons 5 oracles politiques qui ont été rendus, c'est-à-dire plus que ceux qu'on connaît à Delphes pour le 5e siècle. On me dira, et je prendrai volontiers la critique, que l'épigraphie est beaucoup plus développée à l'époque hellénistique qu'elle ne l'est au 5e siècle. D'accord. Mais quand même, on nous a dit qu'il n'y avait plus d'oracles politiques à l'époque hellénistique parce que les oracles avaient été privés du politique et étaient désormais voués aux oracles de type canard. Je ne crois pas que ce soit exact. Alors, une conclusion peut-être sur la souveraineté populaire. Le peuple athénien, il est vrai, accepte de placer l'oracle au-dessus de son propre pouvoir de délibération. La réponse oraculaire devient un ordre divin, au-delà du politique, ou mieux, probablement, partie intégrante du politique. C'est un ordre qu'on accepte sans discussion, parce que la décision a déjà été prise, politiquement, d'obéir aux dieux. Mais d'autre part, obéir aux dieux ne signifie pas se soumettre aveuglément à l'oracle, puisque l'État ne lui soumet que des décisions déjà mûries en assemblée, sous la forme de questions claires, cadenassées, oui, non, auxquelles la prophétesse ou le prophète répondait sans ambiguïté et sans aucune possibilité de s'immiscer dans la vie des cités. L'ordre divin sera donc l'ordre, donc le commandement divin ne sera donc qu'un des termes de l'alternative proposée par l'Assemblée. Il y a donc bien, comme l'avait vu Vernant, une équivalence entre le décret arrêté par l'État et l'oracle. Mais là où Vernant s'est trompé, c'est qu'il n'y a pas d'opposition entre eux. La divination et les techniques discursives apparaissent non pas opposées, mais elles apparaissent complémentaires et elles ne font en rien double emploi. Les alternatives proposées aux dieux sont aussi honnêtes que possible sur des problèmes que la cité ne peut pas rationnellement, du moins avec son intelligence, maîtriser. Il ne faut pas y voir un déclin. L'erreur est d'y voir une manœuvre politique visant à abuser les hommes par l'intermédiaire du Dieu. Et pour répondre à la question posée tout au début de la conférence, l'oracle permet certes la gestion du risque en matière publique, mais il a déjà tout fait pour le réduire au maximum. Je vous remercie.